Voilà. Je présente les intervenants. Françoise Brun, qui est infirmière, qui est adhérente depuis 1999 et qui est membre du CA depuis 2003, depuis qu'on se connaît. Annie Kayado, qui est psychologue retraitée. Et Jean Sino, qui est enseignant retraité, qui est adhérent aussi depuis 1999 et membre du CA depuis 2006. Voilà. Alors tous sont dans la commission crise depuis donc 2008. En fait, après la campagne contre le traité européen, 2005, Attac a décidé de faire une commission crise et qui s'est vraiment bien étoffée en 2008. Et donc, ils ont successivement traité de l'origine de la crise, de la dette des États et maintenant de l'austérité, évidemment. Donc rattaché effectivement aussi à d'autres, Attac fait partie aussi d'autres collectifs, le CAC 31, un collectif sur l'audit de la dette. Et puis pour le coup, ils ont élaboré des outils, et donc on va les utiliser, ces outils. Bon, c'est Françoise Brun. Bonsoir à tous et merci d'avoir invité Attac à cette soirée. Bon, vous l'avez compris, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des économistes, on n'est pas des banquiers, on n'est pas des financiers, mais on est des citoyens qui avons décidé d'essayer de comprendre les choses. Alors on milite tous Attac depuis longtemps, on s'est attaqué au problème de la crise quand elle a commencé, c'était en 2007, vous vous en souvenez, c'était en août 2007. Et depuis, on essaye de comprendre, on essaye d'analyser et on essaye aussi de faire passer ce qu'on a compris auprès de nos concitoyens et surtout d'animer des débats. Alors ce soir, on nous a demandé d'animer un débat autour de l'austérité et surtout des alternatives à l'austérité. Donc, la question des alternatives à Attac, on y a beaucoup travaillé. On en a bien sûr trouvé de nombreuses, on les a chiffrées, parce qu'Attac est une association qui comporte aussi des militants beaucoup plus férus que nous, des économistes, enfin surtout des économistes, et donc ils savent quand même de quoi ils parlent de façon très très sérieuse. Donc c'est des choses qui ont pu être élaborées de façon très professionnelle, mais en sachant que même si les choses sont très sérieusement élaborées, il faut savoir que toutes ces alternatives ne vont pas nous tomber du ciel parce qu'on va les avoir écrites sur un beau bout de papier, mais que pour les porter, ces alternatives, il va falloir être nombreux à essayer de les imposer. Et c'est là où le problème se pose, et le problème que l'on rencontre tous, parce qu'ici, je connais quand même un certain nombre de personnes qui sont, je crois, des militants, et qui connaissent les problèmes auxquels on doit s'affronter pour essayer de faire un petit peu changer, de faire changer ce monde. Voilà. Donc on va vous présenter quelque chose qui va essayer de tenir en demi-heure, c'est la commande. Jean et Annie vont vous présenter des alternatives. On va s'appuyer sur un diaporama que Renaud, qui n'est pas là ce soir, mais nous le remercions, a élaboré. Et dans ce diaporama, il y aura toutes les questions qui vont être évoquées sur le diaporama ne vont pas être traitées de vive voix. Certaines questions uniquement vont être plutôt ciblées. Et après, dans le débat, évidemment, si vous voulez développer, on pourra en discuter. Voilà. Et moi, je vais essayer en quelques traits rapides, il faut que je fasse tout, je ne suis pas sûre que je vais y arriver, en quelques traits rapides, de planter un petit peu le décor dans lequel cette austérité est en train de s'imposer, enfin, ou en tout cas s'impose depuis maintenant longtemps. Donc ça fait 6 ans qu'on est plongé dans cette fameuse crise, cette crise que les économistes appellent, je bafouille, ça démarre, appellent crise systémique. Pourquoi crise systémique? Parce que c'est la crise d'un système, c'est la crise du système capitaliste dans son ensemble. Il faut voir, vous le voyez bien, c'est une crise économique, mais c'est aussi une crise financière, mais c'est aussi une crise écologique, mais c'est aussi une crise démocratique, mais c'est aussi une crise sociale, c'est une crise de civilisation. Bref, le système, il est un peu à bout de souffle. Sauf que le système, il a un pouvoir formidable. Il se régénère très très fort et il s'alimente de nos propositions souvent pour se régénérer. Donc ce système, il est en crise, et il est en crise selon nous
par suite des politiques qu'il a essayé de mettre en place depuis les années 80, qu'on a appelées des politiques néolibérales. C'est les politiques du capitalisme contemporain qui sont nées avec Thatcher et Reagan, hein, vous le savez. Et ce sont, pour aller très vite, à grands traits, ce sont les politiques de libéralisation, les politiques de dérégulation et les politiques de privatisation. Sur les privatisations, bon, ça on a des exemples nombreux dans le monde, hein, c'est des privatisations surtout des services publics. La libéralisation, c'est la libéralisation du commerce, avec la libre circulation des marchandises, le libre-échange généralisé, et puis les politiques de déréglementation, c'est essentiellement les déréglementations de la finance, avec la libre circulation des capitaux qui peuvent se balader dans le monde exactement comme ils veulent et dans les temps qu'ils veulent. Alors ces politiques nous conduisent en 2007 à la crise des subprimes. Entre parenthèses, je voudrais rajouter quand même qu'au-delà de ces politiques, c'est aussi un partage très inégalitaire de la richesse entre capital et travail qui nous a conduit à cette crise des subprimes de 2007. Alors cette crise, elle va se transformer très rapidement en crise financière. En effet, les banques vont se trouver en situation de faillite de telle sorte qu'il va être absolument nécessaire, afin que le système ne s'effondre pas complètement, que les États volent au secours de ces fameuses banques qui sont en train de faire faillite. Eh bien, les États donc, vont remplir leur mission, ce qui va nécessairement et obligatoirement faire exploser leurs dettes, parce qu'il va bien falloir trouver des fonds qui sont nécessaires à ce sauvetage. Et c'est ainsi qu'en 2010, on va rentrer dans une deuxième phase de la crise, qu'on va appeler, en particulier en Europe, parce que cette crise va concerner essentiellement l'Europe pour des raisons institutionnelles, qu'on va appeler la crise de la dette publique. Les États européens, vous le savez, en Europe, les États sont contraints d'emprunter sur les marchés financiers, contraints par les traités et contraints par le statut très particulier de la Banque centrale européenne. Donc cette contrainte va faire augmenter très brutalement leurs dettes et va susciter des attaques spéculatives contre les pays les plus faibles qui sont particulièrement endettés. Les pays, vous vous en souvenez, qu'on a appelés les PIGS. C'était le Portugal à l'époque, l'Italie, la Grèce, l'Irlande, et l'Espagne. Et bien à partir de ce moment-là, on va dire à ces pays et à tous les pays européens que ça ne va pas du tout, vous avez une dette énorme, alors là tout d'un coup on a oublié pourquoi on a une dette énorme, et il va falloir la rembourser. Et pour la rembourser, il va falloir appliquer des politiques d'austérité. Et c'est dans ce contexte-là que les gouvernements européens, sous pression de la Troïka, vont mener de façon coordonnée des politiques d'austérité aux conséquences qui vont être économiquement désastreuses et socialement, n'en parlons pas, cataclysmiques. Aujourd'hui, on le voit, et on a un petit recul quand même sur ces politiques d'austérité. Elles sont tout à fait inefficaces et parfaitement contre-productives. Elles produisent exactement l'effet contraire de celui qu'on voudrait. L'économie de la zone euro s'effondre, les déficits publics se creusent et la dette augmente. Les investissements indispensables qu'il nous faudrait faire pour la transition écologique qui est absolument nécessaire sous peine de voir notre planète menacée, eh ben, sont complètement sacrifiés et le chômage et la souffrance sociale explosent. Alors pour vous donner quelques chiffres, puisqu'à l'attaque on aime bien quand même les chiffres, en Grèce, c'est la 6e année consécutive de récession. Les recettes fiscales baissent alors que les impôts augmentent. La dette en 2007 en Grèce, c'était 99,2% de leur PIB. Aujourd'hui, c'est 162,8% de leur PIB. L'Espagne a annoncé le 15 mars que la dette publique, avait bondi de 150 milliards d'euros en un an. En un an. La dette, elle est aujourd'hui en Espagne de 84 milliards d'euros, en 2007, avant le début de la crise, elle était de 37% du PIB. En France, l'INSEE nous a annoncé la semaine dernière que notre dette était à 90% du PIB, alors qu'en 2011, elle était à 85%.
et en 2007 à 63%. Oui, je vous vois froncer les sourcils avec les histoires de chiffres. C'est difficile les chiffres quand ils ne sont pas écrits. Mais en fait, bon, tout ce que je vous dis là vous montre que eh bien, le remède qu'on essaye de mettre en place est pire que le mal. Au total, eh bien, on augmente nos déficits et on augmente notre dette. Alors la question, elle est de savoir pourquoi, aujourd'hui, on applique ces politiques d'austérité. Bon, ben, la première des raisons, c'est que ben, le capital, il a envie, il a perdu quelques plumes dans la crise quand même, et il a malgré tout envie eh ben, de retrouver un petit peu ses billes, un petit peu, il ne retrouvera peut-être pas tout, mais il essaye de faire payer aux salariés, en tout cas aux gens qui travaillent, aux chômeurs et aux retraités, de faire payer la crise à tous ces gens-là, ce qui va encore aggraver la question du partage de la richesse, vous vous en doutez bien. Ce que l'on sait maintenant, aujourd'hui, c'est que la crise de la dette souveraine, elle est complètement instrumentalisée pour porter le coup de grâce au modèle social européen. Il s'agit en fait de profiter de la crise pour accélérer les réformes néolibérales du système capitalisme, ce que Naomi Klein a appelé la stratégie du choc. Voilà. Donc c'est vraiment l'utilisation de la sidération. On est en crise, on est sidéré, et c'est le moment d'appliquer des réformes brutales pour essayer d'accéder à l'objectif qui est fixé. Alors les politiques qui nous ont conduits à la crise, ce que j'ai dit tout à l'heure, déréglementation, libéralisation et privatisation, vont être accélérées, on le voit tous les jours, pour venir à bout de toutes nos conquêtes sociales. Voilà le véritable but. Et en particulier de notre protection sociale, qui est une source de profit inestimable quand même. Tous ces pans de l'activité que nous avons mis à l'abri du système marchand, eh bien, il s'agit maintenant de le faire rentrer dans le système marchand pour assurer la rentabilité des capitaux et s'assurer que les riches seront toujours aussi riches dans un marché totalement libre et non forcé, et que la crise pourra être une aubaine quand même pour un certain nombre d'entre nous. Pour conclure, je vous dirais que l'objectif de l'austérité, c'est d'utiliser la crise et de ne pas la résoudre. Cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est de M. Krugman, qui est prix Nobel d'économie. C'est un économiste américain qui a été prix Nobel en 1998. Donc l'objectif de l'austérité, c'est d'utiliser la crise et pas de la résoudre. Voilà, donc j'en ai fini moi. Je vais passer la parole donc à Annie, je crois. Voilà. Annie qui va donc vous donner quelques propositions, en tout cas celles qu'elle a travaillées, et qui semblent être pour Attac des propositions essentielles pour essayer d'accéder de changer la donne par rapport à l'austérité. Bonsoir. Oui, donc quand on pose la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment mettre en place des politiques alternatives à celles que nous connaissons aujourd'hui, un sujet... Ça va pas ? Voilà. Voilà. C'est la question du secteur financier, évidemment, vient vraiment en premier lieu. Actuellement, on a vraiment le sentiment, et je pense que même, je dirais, le français moyen, pour employer une expression un petit peu bateau, se rend compte que les banques sont au pouvoir, quelque part, et que le pouvoir politique, quelque part, est de moins en moins important. Alors, donc, quelles sont les réformes essentielles du secteur bancaire pour pouvoir véritablement avoir une politique alternative? Alors d'abord, je ne vais pas détailler, là vous avez une liste assez longue de propositions faites par Attac. Il y a des choses un petit peu techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Je dirais d'abord un petit mot de la loi de séparation et de régulation bancaire telle qu'elle est passée à l'Assemblée nationale le mois passé. Et puis ensuite, j'aborderai, concernant donc, le secteur bancaire,
deux points qui me semblent importants quant aux enjeux d'une vraie réforme. Voilà. Donc alors, très rapidement, sur cette loi de séparation bancaire, bon, Attaque le dit, mais n'est pas le seul à le dire, c'est une réforme bancaire en trompe-l'œil. Alors, tout d'abord, il n'y a aucune remise en cause du modèle de la banque universelle. Donc ça, après, je vais le reprendre. Tout ce qui est de l'ordre des interdictions, des limitations, des obligations de transparence, de la mise en place de contrôle ou d'intervention sur les banques, tout cela a un champ d'application très limité. Ce qui fait que les banquiers eux-mêmes disent que finalement, ça va concerner entre 1 et 2% des activités de ma banque. Hein. Donc, c'est vraiment une réforme à la marge qui ne change strictement rien de fondamental et qui, de toute façon, ne nous met nullement à l'abri du risque de nouvelles crises et qui, par ailleurs, est un très mauvais message pour les autres pays de l'Union européenne, dans la mesure où cette mini-réforme, ça opère un petit peu, ça oriente à la baisse les tentatives de réforme bancaire qui pourraient avoir lieu au niveau de l'Union européenne, et ce dont nous avons le plus grand besoin. Alors bon, venons maintenant à deux enjeux d'une vraie réforme. Alors le premier, qui est essentiel, ce serait une séparation stricte des banques dites commerciales, banques de dépôt ou banques ordinaires. Hein. C'est celle dont vous vous servez tous les jours. Hein. Séparation d'avec celles qu'on appelle des banques d'affaires et qui sont spéculatives. Bon. Aujourd'hui, la Banque universelle regroupe l'ensemble des activités. Hein. Toutes les banques font de tout, hein, et du dépôt et de la spéculation, plus ou moins, mais bon. Alors, l'activité d'une banque ordinaire, c'est quoi? Votre banque, la banque de dépôt, celle dont vous vous servez, c'est de créer de la monnaie qui est destinée à l'économie productive. Et cela par le biais de crédits qui vont être accordés, soit aux ménages, soit aux entreprises, soit pour faire des investissements divers. Bon. La banque d'affaires, elle, en fait, elle vit sur la banque de dépôt. Elle s'en nourrit. Je veux dire par là que sans les dépôts des épargnants, sans vos comptes en banque, vos salaires, vos économies, etc., sans la garantie qu'apporte l'État, puisque l'État apporte une garantie aux banques, sans la garantie de la Banque centrale également, eh bien, une banque d'affaires serait très isolée et elle devrait assumer seule les risques qu'elle engage. Et c'est la raison pour laquelle les banquiers, comme les milieux d'affaires, sont extrêmement opposés à cette séparation. Ils n'y ont aucun intérêt. C'est la raison aussi pour laquelle nous avons tout à fait intérêt à exiger cette séparation. Je rappelle au passage que cette séparation a été effective entre les années, alors l'année exacte je ne sais plus, c'est après le début de la crise de 29, dans les années 30 disons, bon, jusque dans les années 70. Toutes ces années-là, il y avait séparation entre banque de dépôt et banque d'affaires. Voilà, donc on peut y revenir, ça veut dire qu'on peut le refaire, hein, aussi. Voilà. Alors, un autre point qui me semble important, c'est ce qui concerne la création d'un pôle bancaire public et ce qu'on appelle aussi la socialisation des banques. Alors, quand on parle de socialisation du secteur bancaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait mettre en place des outils afin de redonner le contrôle et la responsabilité de la collectivité, à la collectivité, pardon. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, redonner le contrôle et responsabilité à la collectivité, c'est une contrepartie légitime
que peut exiger cette collectivité, ne serait-ce qu'à cause du fait que il y a une garantie en dernier ressort qui est accordée par la Banque centrale. Et la Banque centrale, c'est la collectivité. Il faut bien voir ça. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un premier point là-dessus. Alors, qu'est-ce que pourrait faire un pôle bancaire public pour modifier la donne? Par exemple, on peut dire qu'un pôle bancaire public, dans la mesure où il aurait un statut bancaire, bien évidemment, comme n'importe quelle banque privée aujourd'hui, il pourrait se financer directement auprès de la Banque centrale européenne, et ensuite financer des investissements et accorder des crédits. Bon. En France, il pourrait s'appuyer sur la Banque publique d'investissement qui vient d'être créée par le gouvernement Ayrault. Au niveau européen, on peut envisager effectivement que la Banque européenne d'investissement puisse également servir d'appui à ce type de structure, qui n'existe pas au niveau européen. Bon. On peut aussi imaginer la création de sociétés coopératives d'intérêt collectif, en France et comme dans l'Union européenne, qui pourraient contribuer au développement d'économies alternatives, notamment dans l'économie sociale et solidaire. Un deuxième point par rapport à la socialisation des banques et le pôle bancaire public, c'est aussi qu'il ne suffit pas de dire « Ah, ça va être public, ça va être merveilleux ». Le fait d'être public ne protège pas de dérives spéculatives et ne garantit pas non plus que les objectifs de cet organisme visent le bien commun. Donc, pour garantir cela, il faudrait donc qu'il y ait des critères dans le fonctionnement même de ces organismes. Des critères d'utilité sociale, écologique et démocratique. Alors, je donnerai simplement deux exemples. Pour le critère d'utilité, on pourrait imaginer que des prêts puissent être consentis, mais à des taux modulés selon leur niveau d'utilité sociale ou écologique. Un autre exemple, cette fois-ci, par rapport à l'enjeu démocratique, et qui là, je trouve, est extrêmement important, parce que c'est vrai qu'on est face à beaucoup de déficits démocratiques dans les fonctionnements qu'on connaît actuellement. Un pôle bancaire public suppose effectivement que les orientations et les choix soient décidés par les pouvoirs publics, certes, mais on pourrait effectivement associer aux décisions essentielles sur les orientations et les choix des représentants des salariés, des usagers, mais aussi des collectivités locales, des associations écologiques, des PME, bon, peut-être j'en oublie, hein, c'est possible, voilà. Bon, donc ça c'est... Bon, je ne développe pas plus sur la question de la réforme du secteur bancaire. On verra dans le débat si vous souhaitez qu'on développe d'autres points. Voilà, passer à la question donc de la dette. Alors, sortir du piège de la dette. Bon, Françoise a déjà pas mal parlé. Hein, ce qui caractérise la crise de la dette publique, c'est qu'elle résulte de la mainmise des acteurs financiers sur les États. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Que cette dette, notre dette en France, elle est détenue et elle profite aux grands opérateurs financiers internationaux. Hein. La dette est détenue par plein d'acteurs étrangers. L'explosion, comme l'a expliqué Françoise, de la dette résulte du transfert des dettes privées aux États. On appelle ça la socialisation des pertes. Et qu'enfin, elle sert de prétexte aux politiques d'austérité. Alors, il y a des choses qu'on ne répétera jamais assez concernant la dette de l'État. C'est que, premier point, la dette publique n'est pas malsaine en elle-même. L'emprunt est nécessaire à l'économie comme à l'État, et l'important est que les choix soient justifiés selon des critères précis. Quand on fait un projet, c'est pour quoi faire? C'est pour le profit de qui?
Et l'emprunt, à quelles conditions est-il réalisé également, hein, quel taux, auprès de quel organisme, etc. Ensuite, bon, ça tu l'as évoqué, l'augmentation de la dette publique française n'est pas due à une augmentation des dettes publiques, mais bien plutôt à un transfert massif de l'argent public aux banques privées pour leur sauvetage, ainsi que, parallèlement, à une baisse programmée des recettes fiscales qui s'est faite au bénéfice des plus riches. Troisième point, les statuts de la BCE, tu en as parlé également, qui interdisent de prêter aux États. Ceux-ci sont obligés d'emprunter sur les marchés financiers quand les banques, elles, empruntent actuellement à 0,75%. Hein, bon. Aujourd'hui, les intérêts versés aux banques au titre de la dette, simplement, hein, sont devenus le deuxième poste de la dépense publique française. Bon. Donc, les politiques d'austérité sont mises en place au nom d'une nécessité, soi-disant nécessité, on devrait dire, d'honorer le service de la dette, et en plus par le biais du désastreux pacte budgétaire, que vous avez certainement vu comme tout le monde. Alors, quelles sont les décisions politiques incontournables pour en sortir ? Mener un audit officiel et pluraliste pour faire la part dans la dette de ce qui revient, de ce qui a été creusé par les cadeaux fiscaux, le renflouement des banques, les taux d'intérêt élevés. Cette part-là, elle doit être déclarée illégitime et annulée. Ça s'est fait dans d'autres pays, que ce soit l'Équateur ou d'autres. L'autre partie de la dette, celle qu'on peut considérer comme légitime, elle devra néanmoins être restructurée avec la participation du secteur privé quand c'est possible. Deuxième point, il faut lancer une réforme fiscale qui soit fortement redistributive afin de redonner des marges de manœuvre à l'action publique, à la fois par une taxation très progressive sur les revenus, beaucoup plus progressive que ce qu'elle est aujourd'hui, mais également par une taxation sur le capital. Au niveau européen, il faut mettre fin à la concurrence fiscale au sein de l'Europe, en allant vers une harmonisation fiscale et sociale, et également travailler à mettre un terme à l'évasion fiscale et sinon liquider les paradis fiscaux du jour au lendemain. Il est tout à fait possible d'interdire aux banques d'avoir des filiales dans les paradis fiscaux. Dernier point, la réforme de la BCE et tout ce qui concerne l'aspect monétaire, politique, économique, macroéconomique. Alors, la réforme de la BCE est essentielle. Elle doit assurer un rôle de prêteur en dernier ressort. Elle doit pouvoir aussi financer directement les États ou par le biais d'un pôle public bancaire, comme je le disais précédemment, ce qui sortira les États des griffes du marché. Elle doit pouvoir également contrôler les mouvements de capitaux. Et enfin, ça je ne rentre pas dans le détail, c'est complexe, je ne saurais même pas vraiment bien l'expliquer, mais il y a tout un travail à faire au niveau d'une nouvelle politique monétaire. L'euro, monnaie unique ou monnaie commune, c'est une grande question, et aussi des politiques économiques de l'Union européenne, de façon à pouvoir contribuer au financement d'investissements d'avenir qui soient utiles à la collectivité. Voilà. Une augmentation assez forte, c'est dans les années 90, quand la part des salaires dans la valeur ajoutée est passée de 70% à aujourd'hui, en gros, 65%. C'est-à-dire qu'il y a eu ici, dans la répartition de cette richesse produite, une chute de 5% qui représente 5 milliards annuels. En gros, c'est un minimum, ça. Alors, ce phénomène de paupérisation des plus pauvres s'amplifie encore dans une période comme celle-ci, de crise, d'austérité, de réduction des dépenses publiques. Le chômage augmente, et bien sûr, il touche en priorité les populations les plus fragiles. Les aides sociales sont en diminution, puisqu'il y a
plus de sous dans les caisses, comme on dit. Et puis les mesures qu'on nous propose pour relancer la compétitivité, la flexibilité du travail, etc., accentuent encore la fragilité de certaines couches salariales. Il est donc évident que dans une situation comme celle qu'on connaît aujourd'hui, il est nécessaire de prendre rapidement, immédiatement, des mesures de sauvegarde de la solidarité nationale pour redonner un ciment à l'unité, à la cohésion sociale. Alors, les mesures qui sont projetées ici, je vais en commenter 2 ou 3. On propose d'instituer le RMA. Le RMA, c'est le revenu maximum autorisé. C'est-à-dire que devant rien ne justifie aujourd'hui les salaires mirifiques dont on entend parler ici ou là, quand parallèlement à ça, une partie de la population n'a pas de quoi vivre dignement. Le revenu citoyen, eh bien, une société digne de ce nom, doit permettre à ses membres d'avoir des ressources pour vivre, là aussi dignement, tout au long de sa vie. Et enfin, le partage du travail, eh bien, c'est travailler moins pour travailler tous et avoir du temps pour les vivre. Et cet ensemble de mesures présente une cohérence assez grande et est de nature à redonner confiance à la totalité de la population et à mettre en évidence, c'est une façon, ces mesures-là sont une façon de mettre en place une société vraiment solidaire. Bon, alors on pourra discuter après des autres mesures qui sont affichées. J'attaque maintenant le volet transition écologique. Alors depuis longtemps, le capitalisme a essentiellement tiré ses profits de l'exploitation du travail. Mais devant ces exigences permanentes d'augmentation en permanence du profit, il est amené à s'attaquer à des secteurs nouveaux auxquels il va appliquer ses prédations. On voit les questions du brevetage du vivant, la spéculation sur les biens alimentaires de première nécessité, l'appropriation des biens communs, les services publics, les ressources, les connaissances. Dans cette folle embardée du capitalisme, eh bien, il y a un obstacle qui arrive, c'est la butée environnementale. On ne peut pas avoir une croissance permanente d'une année sur l'autre dans un monde fini. Il y a des limites de ressources naturelles, l'air, l'eau, les terres cultivables. Il y a des limites dans les matières premières, le pétrole, les métaux, les terres rares, etc. Et puis il y a aussi la pollution généralisée et le réchauffement climatique. Prenons juste un exemple, c'est des chiffres donnés par le GIEC. Le taux aujourd'hui de gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est du jamais vu depuis 650 000 ans. Le réchauffement climatique actuel, le rythme de réchauffement, c'est de 0,13 degrés tous les 10 ans. Les perspectives, les projections qui sont faites par les spécialistes du GIEC, vous savez, ils posent des hypothèses et puis ils regardent les courbes, qu'est-ce que ça donne. Eh bien, les courbes les plus pessimistes donnent une augmentation de la température de 6,5 degrés en 2100. Il faut savoir qu'une augmentation ne serait-ce que de 2,5 degrés conduit à une perte de la biodiversité de 20 à 30%. Donc on est dans un système qui est en train de diminuer de façon radicale les éléments fondamentaux nécessaires à la vie. C'est une richesse qui est inestimable. C'est une richesse aussi qui n'est pas monnayable aujourd'hui comme ça. Elle n'est pas dans
dans les comptes financiers, elle n'est pas dans les PIB. C'est un bien commun irremplaçable pour l'ensemble de la population. Et à ce titre, il ne faut pas compter évidemment sur le libéralisme pour sauvegarder cette richesse. Ce n'est que la mobilisation massive de la population dans son ensemble qui pourra espérer le faire. Je vais vous lire une phrase de Jean-Marie Haribey tirée de son dernier livre. Il dit « Contribuer à réduire l'empire de la création de valeur destinée au capital et promouvoir la création de valeur qui est sans but lucratif pour répondre à des besoins sociaux et respecter les équilibres naturels qui sont source de richesse indispensable à la vie. Voilà ce vers quoi doivent tendre toutes nos actions. » Alors, là aussi, il y a un certain nombre de mesures. Je ne ferai qu'un tout léger commentaire sur deux, par exemple, qu'on peut d'abord associer par leur proximité. Il s'agit d'une part de la transition énergétique et d'autre part de la réduction drastique des énergies fossiles dans leur consommation. Que peuvent vouloir dire ces propositions? Eh bien, peut-être quelques points pourraient être précisés. À travers ces éléments, on peut dire il faudrait d'abord délocaliser la production d'énergie au niveau le plus pertinent, que ce soit au niveau d'un bâtiment, que ce soit au niveau d'un village, que ce soit au niveau d'une région qui serait, en fonction des besoins et des sources d'énergie, le niveau de délocalisation doit être adapté. Il faut ensuite choisir évidemment les ressources adaptées localement. Et puis surtout aussi, il faut choisir, adapter les sources d'énergie aux besoins à couvrir. C'est-à-dire qu'il n'est pas utile de passer systématiquement par l'électricité comme on a tendance à le faire actuellement, mais qu'il y a des utilisations qui pourraient être directes de la source aux besoins. Et enfin, dans un système organisé convenablement, eh bien, on doit imaginer qu'il y a une aide qui sera apportée par la collectivité, qu'elle soit technique ou financière. Donc voilà le genre de mesures qui pourraient aller vers une autre structure énergétique du pays, avec toutes les qualités qui sont derrière, et évidemment avec l'intervention massive des citoyens pour les choix et les mises en œuvre. Dernier point, la démocratie. Françoise en a parlé un peu tout à l'heure. C'est un point essentiel. Il existe actuellement, de par le monde, un certain nombre de pouvoirs qui n'ont aucune légitimité démocratique. Ces centres de pouvoir s'exercent souvent au niveau mondial, par-dessus les États, et parallèlement à ça, les États ont vu, les États qui sont des gouvernements élus, ont vu leurs prérogatives se réduire. Ce glissement de pouvoir des institutions démocratiques vers des institutions qui ne le sont pas est une négation donc, de la démocratie, une négation du citoyen. L'exemple qu'on peut prendre, c'est celui de l'OMC, qui a été créé en 1995 et qui s'est doté d'un ORD, un organisme de règlement des différends, qui est une espèce de tribunal qui opère comme ça, sans aucun contrôle d'aucune institution démocratique. Une des règles dont s'est dotée cette OMC, c'est la concurrence libre et non faussée. Elle consiste à faire quoi? Eh bien, elle interdit aux États, par exemple, qui voudraient protéger un secteur industriel, de se protéger par des droits de douane à l'entrée. Par contre, un pays qui produit en faisant travailler les enfants, un pays qui produit
en polluant massivement tout l'environnement, eh bien, ces pratiques-là ne sont pas considérées par l'OMC comme faussant la concurrence. Et il n'y a aucun recours possible sur ces choses-là. Alors, qui a décidé ça? Est-ce qu'on vous a demandé votre avis là-dessus? Qu'est-ce que vous auriez dit? Eh bien, je vous laisse y répondre. Ce qu'on peut constater, par contre, c'est que quand les peuples ont la parole, quand ils ont l'occasion de s'exprimer, de mettre en œuvre des initiatives, eh bien, on peut être surpris de la pertinence de leur choix. En 2005, on rappelle un petit peu le traité constitutionnel européen, 3 peuples européens ont refusé ce traité, c'est-à-dire qu'ils ont refusé cette règle de la concurrence libre et non faussée, qui s'avère être très nuisible. En 2010, en Islande, le peuple islandais a refusé de payer pour les spéculateurs anglais et hollandais qui avaient fait des paris risqués. Et puis en Argentine, dans les années 2000, eh bien, dans un certain nombre d'entreprises dont les patrons étaient partis précipitamment avec la caisse, eh bien, c'est les ouvriers qui ont, en autogestion, relancé la production de ces entreprises. Donc, la question démocratique est le levier essentiel sur lequel il faut miser pour contrer l'austérité, pour contrer la crise et s'opposer aux mesures qui ont été décrites jusque-là et qui nous emmènent un peu plus dans le mur. Alors, parmi les propositions, je retiendrai développer la démocratie délibérative. L'idée, c'est de faire un apprentissage de la citoyenneté dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. La citoyenneté, ça s'acquiert de façon permanente. On doit continuer en permanence cet apprentissage. Il faudrait mettre en place à tous les niveaux et dans tous les secteurs de structures où le citoyen a sa place pour donner son avis, exercer ses choix. Et puis l'utilisation du référendum, d'initiatives populaires par exemple, avec à la clé, bien entendu, des débats, un débat approfondi au niveau national pour que chacun puisse choisir en connaissance de cause. Donc voilà un petit aperçu des propositions que nous faisons. On n'a pas tout expliqué en détail. Et l'échange qu'on va avoir avec vous maintenant pourra permettre d'aborder d'autres aspects de ces alternatives à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui est bien inquiétante. Merci. On a eu un aperçu de quelques propositions.